Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans une discipline qui est honnêtement souvent très mal comprise. On a tendance à réduire le marketing à de la simple publicité, mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est une véritable science de l'échange et du comportement humain. En fait, le marketing structure de manière totalement invisible la façon dont on interagit, dont on achète et dont les entreprises vendent. C'est un peu comme si on étudiait les rouages de nos relations quotidiennes, mais appliqués au monde économique. Et vous allez voir, cette analyse permet de comprendre nos propres comportements d'achat sous un angle complètement différent. Au programme d'aujourd'hui, on a 5 étapes clés. On va commencer par retracer l'évolution de la pensée commerciale, puis on détaillera les 3 phases essentielles du marketing, ensuite on explorera les influences sur l'acheteur, les fameux rôles dans la décision, et on terminera en beauté sur la création de valeur. Allez, c'est parti. Première étape, on remonte un peu le temps avec l'évolution de la pensée commerciale. Alors, comment on en est arrivé au marketing moderne? Imaginons un peu. Fin du 19e siècle, on est dans une économie de pénurie. Disons qu'il y a un seul boulanger dans tout le village. Peu importe ce qu'il prépare, tout sera vendu parce que la demande dépasse largement l'offre. C'est ce qu'on appelle la phase de production. Puis, entre 1920 et 1950, les revenus augmentent et on bascule dans la phase de vente. Les entreprises produisent massivement, l'offre devient supérieure à la demande, du coup, on a maintenant 10 boulangers dans notre village. Il faut absolument trouver des moyens d'écouler tous ces stocks. Et enfin, depuis 1950, c'est l'apparition du marketing moderne tel qu'on l'analyse aujourd'hui. Et ce qui est vraiment fascinant dans les documents d'origine, c'est de voir ce point de bascule exact. Au début du XXe siècle, il suffisait de produire. Mais avec l'économie d'abondance après les années 20, la concurrence explose. Et là, boum, le rôle du chef des ventes fait son apparition. Son job, c'était plus de gérer la fabrication, c'était d'écouler tout ce qui avait été fabriqué face à des consommateurs qui, soudainement, commençaient à vouloir beaucoup plus de choix. Et ça nous amène à un véritable changement de paradigme, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Le marketing a fait avancer la pensée commerciale en passant de la simple transaction à la relation. Au lieu de chercher la rentabilité immédiate sur un achat unique, l'objectif devient l'optimisation et la fidélisation. Pour reprendre notre boulanger de tout à l'heure, le but, c'est plus juste d'essayer de vendre une baguette une fois un passant. L'idée, c'est de s'assurer que ce passant reviendra dans la même boulangerie tous les matins pendant 10 ans. Allez, on passe à la deuxième section, les 3 phases du marketing. Concrètement, comment fonctionne la démarche marketing? Eh bien, c'est exactement comme préparer un grand repas gastronomique. Il y a 3 étapes incontournables. D'abord, la phase préparatoire, c'est là qu'on choisit la recette et les ingrédients. Ensuite, la phase d'application, c'est le moment où on passe en cuisine et qu'on s'active réellement. Et enfin, la phase de contrôle, on goûte le plat pour vérifier si le résultat correspond à ce qu'on voulait faire au départ et on corrige l'assaisonnement si on constate des écarts. Si on s'attarde un instant sur cette toute première phase, la phase préparatoire, on se rend compte que c'est hyper structuré. Elle repose sur 5 étapes qui se suivent de façon stricte. D'abord, on s'informe, puis on planifie, ensuite viennent les choix stratégiques, la budgétisation et enfin la décision finale. C'est un processus hyper rigoureux, pas de place pour le hasard. Il est littéralement impossible pour une entreprise de se lancer sur le marché sans savoir exactement où elle va. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 3e partie, les influences sur l'acheteur. Parce que, oui, la théorie c'est bien, mais parlons un peu de psychologie humaine. Les sources définissent le comportement du consommateur comme l'ensemble des activités mises en œuvre pour obtenir, consommer et même se débarrasser d'un produit. Mais le vrai secret ici, c'est que l'achat au comptoir, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tout se joue dans les processus de décision avant et après l'action. Sous la surface, il y a une multitude de forces invisibles qui nous guident vers un produit bien précis. Alors, quelles sont ces forces invisibles? Elles se divisent en 2 grands camps. D'un côté, on a les facteurs individuels. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos motivations profondes, nos croyances, notre personnalité. De l'autre côté, on subit le poids des facteurs socioculturels. Là, c'est la pression extérieure, comme notre culture ou notre classe sociale. Au final, chaque achat, c'est un dialogue constant entre notre sphère intime et la société qui nous entoure. Mais attendez, il y a un truc encore plus fou, ce sont les facteurs de situation. Parfois, tout notre historique et toutes nos croyances sont complètement court-circuités par les circonstances immédiates. Imaginons qu'on fait les courses au supermarché. L'environnement physique, la petite musique de fond, notre état mental du moment comme la fatigue ou la grosse faim, la pression du temps, ou même juste la présence d'un ami à côté de nous. Tous ces petits détails peuvent modifier radicalement et de façon totalement spontanée notre comportement d'achat. On attaque maintenant un gros morceau, la section 4, les rôles dans la décision. Parce qu'évidemment, tous les achats ne se valent pas. Prendre un paquet de sel au supermarché, ça demande un niveau d'implication quasi nul. C'est automatique.
Mais acheter une voiture ou une maison, là, c'est une autre histoire. Plus le produit est cher et complexe, plus la réflexion sera longue et surtout, plus ça va impliquer de personnes différentes dans le processus de décision. Et c'est là que ça devient absolument passionnant. Un achat implique souvent 4 rôles bien distincts. Il y a l'initiateur, celui qui suggère l'idée, l'influenceur qui a un impact sur le choix final, le décideur qui tranche et paie, et l'utilisateur qui consomme à la fin. Prenons l'exemple d'une boîte de céréales familiale. Un enfant voit une pub et réclame les céréales, c'est l'initiateur. Le pédiatre qui recommande de manger moins sucré, c'est l'influenceur. Le parent qui valide le choix et passe à la caisse, c'est le décideur. Et l'enfant qui les mange le matin, c'est l'utilisateur. Le coup de génie du marketing moderne, c'est de parler à chacune de ces personnes et pas seulement à celle qui sort la carte bleue. Dernière étape de notre décryptage, la section 5, la création de valeur. Alors comment on crée cette fameuse valeur? Avant, on produisait et ensuite on essayait de vendre. Aujourd'hui, on écoute le marché en premier. Le cœur du réacteur de cette stratégie, c'est la trilogie SCP, segmentation, ciblage, positionnement. C'est exactement comme jouer aux fléchettes. D'abord, on découpe la cible en différentes zones. Ça, c'est la segmentation du marché. Ensuite, on choisit quelle zone précise on veut viser, c'est le ciblage. Et enfin, le positionnement, c'est la façon dont on va lancer la fléchette pour s'implanter direct dans l'esprit du consommateur, avec une valeur qui lui parle vraiment. Et une fois que cette valeur est délivrée, on regarde la satisfaction client. Les données montrent qu'il y a 3 niveaux. Le niveau minimum, ça mène direct au mécontentement. Le niveau moyen assure une petite croissance, mais ça reste hyper fragile. Le vrai Graal, c'est d'atteindre le niveau supérieur. Car c'est uniquement avec ce niveau d'excellence absolue qu'on peut engendrer une vraie fidélité en béton armé et ainsi se protéger de ses concurrents. Et ça nous pousse à une réflexion finale pour terminer ce décryptage. Tout ce processus qu'on vient de voir, de l'évolution historique à l'analyse des rôles des acheteurs, ça tend vers un seul et unique but, créer une valeur si forte qu'elle fidélise. Mais posons-nous la question une seconde. Aujourd'hui, face à des acheteurs qui ont un choix littéralement illimité en un simple clic et au beau milieu d'une jungle hyper concurrentielle, est-ce que la fidélité absolue existe encore vraiment? Voilà un beau sujet de réflexion pour clôturer notre analyse. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.